Vincent Touboul-Flacher, bienvenue sur Better Web. Merci, enchanté, Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, quelques lignes? bien sûr. Je m'appelle Vincent Touboul-Flacher, je suis le fondateur en fait d'une entreprise à vocation sociale qui s'appelle Goodid. Et j'ai créé l'entreprise quand j'avais 17 ans, du coup, à la sortie de prépa. Et depuis, on est une entreprise d'une vingtaine de personnes qui fonctionne bien à Paris, que je suis ravi de mener tous les jours. Comment à 17 ans on a l'idée de créer son entreprise et de créer Goodid? Alors en fait, j'avais toujours été un petit peu tourné vers l'entrepreneuriat et à 17 ans, ma grand-mère m'a offert un bouquin d'un économiste bangladais qui s'appelle Mohamed Yunus, qui est prix Nobel de la paix et qui parle d'entrepreneuriat social, qui est un entrepreneuriat qui a pour objectif, avant le profit économique, d'être d'utilité publique, d'être au service du bien commun, à la fois écologique ou social. Et j'ai trouvé ça vraiment génial, donc je me suis dit, ah bah j'ai toujours été tourné vers l'entrepreneuriat, j'aimerais bien y ajouter une petite dose de sens. Et donc j'ai commencé à me triturer un peu la tête pour essayer de trouver une idée qui me permettrait d'accomplir un peu cette vision que j'avais de ma vie, un de ces quatre. Et finalement je suis tombé sur l'idée de Goodid et je me suis dit ça se tente. Et j'ai tenté et finalement ça a fini par marcher. Mais, euh, mais ouais, ça s'est fait de manière assez naturelle en fait, petit à petit. Et vous avez quel âge? Maintenant j'ai 25 ans. Ouais, ça fait un petit moment maintenant. C'est quand même quasi neuf, quasi frais. Ouais, bah en tout cas, oui, clairement, je reste très très jeune, donc ça. Et expliquez-nous, pareil, c'est quoi Goodid? Alors, Goodid, je peux la faire de manière un peu historique parce que c'est assez marrant de voir un peu l'évolution aussi. Au tout début, l'idée c'était vraiment de permettre à tout le monde de faire des dons à des associations, ce qu'on fait toujours aujourd'hui, c'est de rendre le don gratuit. Donc très simple, rapide, transparent, je sais à qui je donne, pour quel projet, et gratuit, pour que l'internaute n'ait pas à payer pour faire un don. Exactement de la même manière que plein de médias en ligne sont gratuits sur Internet grâce à la pub, je me suis dit, si je peux aller sur Facebook, sur Twitter, sur Quant, etc., gratuitement accéder à sa service grâce à la pub, pourquoi est-ce que je ne pourrais pas, de la même manière, faire des dons à des associations gratuitement grâce à la pub? C'est parti de là, on a lancé tout d'abord un site et une application mobile qui permettait aux internautes de se connecter, choisir un projet d'association, regarder une courte publicité, et nous on reverse l'argent de la publicité à l'association. On a généré plus de 3 millions d'euros maintenant comme ça, et on a lancé d'autres activités. En fait, maintenant, le modèle de Goodid est aussi celui d'être un format qui est intégré dans plein de médias. Donc, par exemple, je peux être sur n'importe quel type de média en tant qu'internaute. Par exemple, nouvellement sur Quant. Et donc, je peux avoir une publicité où il y a le format Goodid autour avec le petit liseré bleu qui indique à l'internaute, en regardant cette pub, vous faites un don pour telle association. Et donc, l'internaute n'a pas besoin de se connecter sur le site internet de Goodid. Sur n'importe quel site, il peut avoir des publicités qui génèrent des dons, des publicités plus respectueuses et solidaires. Combien d'internautes, d'utilisateurs regardent vos publicités? Chaque jour, chaque mois, chaque année? Oui. Alors, chaque mois, c'est entre 8 et 10 millions de personnes maintenant en France qui sont touchées ou atteintes par une publicité qui génère de l'argent pour des associations. Donc ça devient assez conséquent et on a financé grâce à ça plus de 400 projets, plus de 3 millions d'euros de projets pour des associations de tout type. Euh, et ce qui est bien et ce qui est assez fort, c'est que les causes sociales ou écologiques aujourd'hui, c'est quelque chose qui est universel, qui réunit tout le monde. Donc on peut toucher autant de personnes qui sont sensibles aux causes, donc beaucoup de gens, surtout en ce moment. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit sum-up de ce qu'est la publicité digitale en 2021? Elle ressemble à quoi la publicité digitale? Alors c'est marrant, c'est une question que je pose en entretien, qui est hyper intéressante de voir un petit peu comment les gens voient le secteur de la publicité. J'espère que je saurai y répondre du coup. Euh, Surtout sur la publicité digitale, il y a énormément de choses à dire parce que c'est un milieu déjà qui évolue extrêmement rapidement, qui est pris d'une fièvre un peu technologique, de data, etc. Il y a énormément de buzz sur certains attraits, qui est énormément dicté aussi par quelques acteurs, le pouvoir et l'économie extrêmement centralisés, concentrés au sein notamment des GAFAM. Aujourd'hui, je crois qu'ils captent 80% des budgets d'investissement sur Internet en France, donc c'est énorme. Ça pose des problèmes, ça pose beaucoup de problèmes d'opacité de la publicité. Il y a très peu de transparence, c'est un énorme problème parce que l'annonceur ou l'agence média, ou en tout cas l'investisseur média, ne sait pas exactement comment utiliser son argent. Il y a une évolution hyper rapide aussi des technologies donc, sur Internet. Avant, il y avait un lien un petit peu direct entre l'annonceur et le média qui diffusait la publicité. Maintenant, on passe par des technologies type de RTB, donc le programmatique, qui fait que c'est devenu encore plus compliqué, les choses vont encore plus vite et parfois les marques sont un petit peu larguées, elles ne savent pas exactement, il faut une vraie qualification, une vraie expertise pour commencer à diffuser les campagnes. Et au-delà de ça, le fait que cette économie devienne de plus en plus opaque, de plus en plus complexe, qu'elle soit complexifiée aussi par certains acteurs pour éviter que justement elles perdent cette concentration d'économie.
Ça implique aussi un vrai risque pour la démocratie, et c'est un vrai problème, parce que aujourd'hui, les médias n'arrivent plus à vendre sur le digital, donc je pense au Monde, au Figaro, à l'Express, à Libération, n'arrivent plus à suffisamment, en tout cas ces médias indépendants, à vendre en direct aux annonceurs, à garder ce lien qui est aujourd'hui très désintermédié. Et ça, c'est un énorme risque parce que ces médias n'arrivent pas à vivre aujourd'hui des économies du digital, de la publicité sur le digital, donc ils doivent être payants, sauf que les gens ne sont pas habitués à payer sur Internet, ce qui fait qu'aujourd'hui, pour garantir une information à tous, gratuite, il faut qu'on retrouve des prix plus hauts sur Internet, il faut qu'on retrouve, en tout cas au niveau de la publicité, une transparence aussi au niveau économique. Il faut que les internautes, les utilisateurs comprennent aussi le rôle de la publicité sur Internet. Et il faut que l'économie soit un petit peu déconcentrée de quelques acteurs et faire émerger des pouvoirs un petit peu tiers, donc plus indépendants que les GAFAM, etc. Donc il y a énormément d'enjeux aujourd'hui sur la publicité, que ce soit en ligne ou même dans la démocratie en général, parce que c'est elle qui permet de faire vivre aussi les médias qui sont garants de l'information chaque jour. Donc toute cette technologie et tout, c'est assez marrant comme milieu. Il y a plein de choses à faire. Si on parle toujours de la publicité, Internet a réinventé le marché de la publicité à travers la publicité ciblée, à travers aussi l'exploitation de nos données personnelles, à travers le tracking. Qu'est-ce que vous pensez des nouvelles normes qui arrivent, celles dont on parle, le FLoC, qui est la publicité après cookies? Est-ce que vous pensez aussi qu'il y a là une place pour, je dirais, une offre publicitaire éthique, sans tracking? Je ne suis pas expert du tracking, mais je pense qu'en tout cas, il faut une régulation, très clairement, sur les données, une régulation publique, parce que par le marché, aujourd'hui, on voit qu'elle ne se fait pas. Il faut évidemment aussi plus de transparence et plus de sensibilisation auprès du grand public sur l'utilisation de ces données, sur l'utilisation des trackings. Je pense qu'aujourd'hui, je parlais de fièvre un petit peu tout à l'heure, évidemment, la data a des vertus, je veux dire quantitatives et en termes de performance média, mais il ne faut pas perdre de vue l'objectif des campagnes. Et souvent, on a l'illusion de faire quelque chose hyper efficace parce qu'on va y rajouter 15 couches de data, etc. Mais une campagne publicitaire, ça passe avant tout par de la créa, par du média, par du respect de l'internaute. Et on oublie de regarder sur une publicité parfois les impacts positifs, mais on oublie de regarder les impacts négatifs. C'est-à-dire que sur 1 million de personnes qu'on va toucher, il y a peut-être 50 000 personnes qui vont être intéressées par la publicité, mais selon l'intrusivité du format, etc., on va peut-être générer aussi 500 000 personnes qui vont trouver la publicité intrusive et donc la marque aussi plus intrusive et moins agréable pour l'internaute. Donc ça, c'est hyper important de trouver le juste milieu. Moi, je pense qu'il y a clairement une place effectivement pour la publicité sans data, je ne sais pas, mais en tout cas intelligente, pas juste technologique. Est-ce qu'il y a, vous ne pouvez pas nous donner tous vos secrets d'arrière-cuisine, mais est-ce qu'il y a des annonceurs plus enclins à travailler avec Goodid, qui se disent finalement, quitte à faire un job qui peut être critiqué, mais qui n'est pas critiquable, mais qui peut l'être, est-ce qu'on ne peut pas le faire en mieux et d'avoir finalement une empreinte plus vertueuse avec Goodid? Si, il y a beaucoup d'entreprises. Alors déjà aujourd'hui, on travaille plus de 200 marques, je crois à la moitié du CAC 40. Donc du coup, on travaille beaucoup d'annonceurs de tout type. On sélectionne les annonceurs. On a aussi des blacklists. Il y a des secteurs avec lesquels on ne travaille pas. Et on fait une sélection. Par exemple, pardonnez-moi, par exemple. Alors il y a des secteurs vraiment évidents, hein, type tout ce qui est énergie fossile, tout ce qui est. Donc on va plus loin que la Convention citoyenne pour le climat le disait parfois. On est sur l'armement, sur l'alcool, enfin bref, sur les drogues, etc. Il y a des choses sur lesquelles on ne diffuse aucun contenu publicitaire. Et après, il y a une sélection aussi qui se fait vraiment par l'association. Ça, c'est vraiment notre critère principal. L'association, à chaque fois qui va être financée par un annonceur, peut dire oui ou non à un annonceur. Donc, c'est extrêmement important de valoriser une marque aussi et ses engagements sur lesquels elle est légitime. Toute marque ne peut pas communiquer sur n'importe quoi. Comme une personne ne peut pas communiquer sur n'importe quoi, dans le sens où aujourd'hui, je ne suis pas parfait. Il y a des choses sur lesquelles je suis plus ou moins légitime aussi. De me valoriser. Et du coup, on va vraiment trouver aussi le projet et l'association qui fait le plus sens avec l'entreprise qui est en face. Après, la problématique et la complexité de ce qu'on fait, c'est qu'aujourd'hui, les gens et les personnes qui sont dans ces entreprises ont vraiment la volonté et sincère de faire des choses bien. Ils veulent faire bouger les choses, même au sein de leur entreprise, etc. Il n'y a jamais, ou c'est extrêmement rare, qu'on se retrouve en face d'une personne qui veut faire ça dans une démarche de greenwashing ou dans une démarche non sincère. C'est à chaque fois des personnes qui veulent agir, qui veulent se dire « Ah, bah, j'ai un budget publicitaire, je pourrais financer des dons grâce à ça, je pourrais faire une bonne action et en même temps, effectivement, avoir un impact positif pour ma marque, pourquoi ne pas le faire ?» C'est à nous après de mettre les garde-fous pour faire en sorte qu'ils ne fassent pas de bêtises, effectivement, qu'ils ne prennent pas de risques pour leur marque, parce que si jamais leur marque n'est pas légitime sur un sujet,
il peut y avoir aussi un bad buzz. Et aussi, c'est à nous de mettre des garde-fous aussi vis-à-vis des associations et des internautes pour éviter de donner des messages qui soient contradictoires. Et ça, on le fait. On a un comité éthique externe, on a un comité éthique interne. On sélectionne les annonceurs aussi via nos associations, via des blacklists, etc. Et on s'est mis des critères en interne. On a refusé plusieurs annonceurs l'année dernière qui ne correspondaient pas à nos valeurs. Est-ce que certains annonceurs sont plus généreux avec vous qu'ils ne le seraient sur d'autres plateformes? Aujourd'hui, ça nous arrive sur des plans médias, effectivement, d'être le premier acteur du coup activé pour des très grosses marques. Donc ça, pour le coup, c'est généreux de leur part parce que ça part d'une volonté voilà, sincère, mais aussi ils s'y retrouvent économiquement, ils s'y retrouvent en termes d'image de marque. C'est des marques aussi qui ont compris que pour exister et pour peser auprès des internautes, elles devaient se montrer plus respectueuses et plus solidaires, disons, plus responsables. Donc c'est des marques qui, je pense, en tout cas, vont réussir à perdurer dans le temps et à trouver une vraie place d'utilité au sein de la société. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les consommateurs, mais même les politiques, les collaborateurs, les actionnaires attendent des marques qu'elles aient plus qu'un impact économique, qu'elles aient une place au sein de la société d'utilité un peu, qui les dépasse, une sorte d'utilité publique. Alors ça, c'est beau et c'est bien de le dire quand on est un annonceur, mais comment vous les aidez finalement à être plus engagés, plus responsables et plus vertueux? Quelle est la valeur ajoutée Goodid? Ouais. Alors nous, on ne peut pas changer toute l'entreprise, c'est notre problème. Si on pouvait le faire, on le ferait, parce qu'il y a plein d'entreprises qui ont énormément d'impact, donc aussi bien positif, mais aussi des externalités négatives. Nous, une entreprise, elle a toute sa chaîne de valeur, et du coup, notre objectif, c'est vraiment de nous adresser à un petit peu ce bout de chaîne qu'est la publicité. Nous, notre objectif, c'est au niveau des budgets publicitaires, c'est un marché qui est colossal en France, hein, c'est 16 milliards d'euros, c'est 600 milliards de dollars dans le monde chaque année, donc c'est des marchés qui sont énormes, hein, Google, Facebook, enfin la première économie d'Internet, c'est ça. Donc nous, c'est au niveau de la publicité, on veut avoir un impact, essayer d'accélérer la transition sociale et écologique dans le secteur publicitaire. On ne va pas changer les méthodes de production de L'Oréal ou de Amazon ou je ne sais qui. Nous, par contre, ce qu'on peut les aider à faire et les accompagner, c'est d'essayer de tenter de les faire accélérer dans leur prise de conscience et dans leurs engagements au niveau de la publicité. Donc de transformer déjà leur budget publicitaire en dons, donc à hauteur de 3 millions d'euros d'aujourd'hui et ça accélère, mais aussi essayer de les engager vers des démarches plus responsables d'utilisation de la donnée, de format non intrusif, de transparence aussi au niveau des éditeurs et des internautes sur leurs investissements financiers, sur leur calcul d'impact carbone, leur compensation et aussi leur analyse pour les baisser, etc. etc. C'est ce sur quoi on essaie de les sensibiliser. Vous êtes combien chez Goodid? Alors, on est plus d'une vingtaine maintenant et on grandit pas mal. On recrute encore 4 personnes en ce moment même, donc à vos candidatures d'ailleurs. Et voilà, donc c'est une boîte qui marche assez bien. On est rentable depuis l'année dernière. Donc, on a réussi vraiment à concilier rentabilité, alors pas sur profit, mais viabilité économique et impact à la fois solidaire et écologique. Vous êtes les seuls Goodid à faire ce que Goodid fait ou vous avez des cousins européens, américains, chinois, ou indiens, russes? Ouais, alors tout début, on est tout seul, et puis après, il y en a toujours un peu qui se créent, qui se décréent, etc. Enfin bon, il faut beaucoup d'engagement quand même pour créer une entreprise et tout, surtout sur un modèle social et vertueux. Notre force, ça a été vraiment d'arriver à avoir l'innocence ou la naïveté que j'avais quand j'étais gamin aussi, je le suis toujours, pour parler avec les associations, partager ce rêve, partager cette idéologie un peu utopique parfois, d'avoir un engagement fort qui pourrait changer les choses, et à la fois un discours très pragmatique au niveau des annonceurs et des marques et du marché publicitaire, qui est un marché très mercantile aussi. Il faut vraiment jongler entre les deux, et en fait, nous, on n'a pas de problème avec le fait qu'il y ait des concurrents ou des autres acteurs qui fassent comme nous. Ce sur quoi on est extrêmement vigilant, c'est sur le fait que ce soit fait avec de vraies convictions, que ce ne soit pas des opportunités commerciales. On l'a jamais traité, enfin en tout cas, j'ai toujours essayé de jamais le voir comme une opportunité business. C'est vraiment notre mission principale avec toute l'équipe, et c'est ce qu'on partage, c'est d'avoir de l'impact au niveau des associations, d'avoir de l'impact au niveau du secteur. Et ça, c'est hyper important, et si un de nos compétiteurs, disons, ne partage pas ça, très clairement, on trouve que c'est dommage pour le marché et pour ce qu'on fait, parce que ça peut être mal vu, il y a un risque d'image aussi, il y a un risque fort d'ébranler les modèles qu'on essaie de créer, la confiance qu'on arrive à avoir auprès du grand public. Est-ce que vous avez des feedbacks positifs, des testimoniaux très enthousiasmants de bénéficiaires, d'associations que vous avez aidés et pour lesquels vous avez, entre guillemets, un peu amélioré l'ordinaire?
On est tous jaloux du travail de Laureline chez nous qui s'occupe de l'administratif et des finances ou de Lydie qui elle est en relation avec les associations en direct parce que c'est un travail qui est hyper valorisant parce que c'est elle qui annonce lorsque un projet va être financé ou lorsque le virement du don a été réalisé. Donc à chaque fois on reçoit des super messages de la part des associations qui sont extrêmement contentes d'avoir pu participer, d'avoir pu collecter des fonds. Donc on en a plein des super témoignages d'assos qui vraiment nous disent merci quoi. Donc ça c'est génial et qui disent merci aussi à l'annonceur, disent merci aux donateurs qui ont été mobilisés. En fait on crée vraiment un cercle virtueux entre plusieurs acteurs. Donc ça c'est vraiment chouette. On a aussi pas mal d'utilisateurs qui nous disent merci, c'est la première fois que je peux faire un don. Il y a plein de gens, c'est leur premier don en fait de toute leur vie parfois. Ce sont des primo-donateurs donc, parce qu'ils n'avaient pas forcément de carte bleue, ou ils n'avaient pas forcément d'argent à donner, ou ils n'avaient pas forcément même... Il faut rendre le don accessible et c'est vrai qu'au début on ne se sent pas forcément légitime à donner, on ne sait pas à qui donner, c'est parfois vu un peu comme opaque, ou on a un petit peu peur et tout. Donc là vraiment on permet tout à une nouvelle type de personnes aussi, notamment les jeunes, les plus jeunes, de donner régulièrement. Donc ça, ils adorent et on a plein de messages super comme ça. Donc ça, c'est assez chouette. Puis j'ai eu la chance d'aller sur le terrain aussi. On est plusieurs de l'équipe à l'avoir fait. Par exemple, on était parti, une partie de l'équipe qui est partie au Cambodge, voir un des projets avec enfants du Mekong. Donc on avait offert 170 vélos à des enfants du coup là-bas et ils avaient pu rencontrer ces enfants, rencontrer les centres, etc. Donc c'était génial. Ça nous permet de voir concrètement parce que on est derrière nos écrans toute la journée, où on fait des rendez-vous, c'est un autre monde, quoi, notre quotidien. Et là, voir l'impact positif sur le terrain, c'est complètement fou pour nous. Voilà, on voit à quoi on sert. Donc, Vincent, je vais vous poser la question qu'on pose à l'ensemble de nos invités, puisque l'intitulé de notre rendez-vous s'appelle Better Web. Donc, quelle est votre définition, vision, ambition pour un web meilleur? Je pense qu'il faut, là, instinctivement, je pense à deux choses. Je pense une simplification du web, de toutes les parties prenantes, moins d'intermédiation. Je pense qu'il faut simplifier aussi auprès du grand public, qui comprenne les enjeux qu'il y a derrière. On parle beaucoup de l'industrie du numérique, on dit que l'économie de demain, elle est digitale. On parle de l'évolution du web, on parle de son impact carbone. Enfin, en fait, on est en train de créer tout un pan d'économie et de vie virtuelle dont on n'a pas conscience, qui est autour de nous, qui a un impact sur la société, mais aussi sur l'écologie. Et c'est vrai qu'on n'en a pas conscience. Ça, je pense vraiment que si l'économie du web, ou en tout cas l'économie de demain, elle doit être en grande partie numérique, il faut qu'elle soit simplifiée, que les gens comprennent les enjeux qu'il y a derrière. Et aussi, il faut qu'il y ait plus de transparence. Je pense que si on doit recréer une sorte de mini-économie avec le web qui va prendre de plus en plus d'ampleur, il faut qu'elle soit plus transparente. Il faut qu'on arrive à éviter les erreurs qu'on a pu faire dans les secteurs qu'on a aujourd'hui avec le web. Et c'est encore forcément possible parce que c'est une petite industrie, enfin c'est une très grosse industrie aujourd'hui, mais qui a encore plein de temps devant elle, plein de choses à accomplir encore devant elle. Et c'est encore le moment de créer des fondations les plus vertueuses et saines possibles. Comment Quant peut vous y aider? Déjà, Quant en tant que contre-pouvoir, je pense que c'est très bien. Il ne faut pas qu'il y ait un pouvoir qui soit extrêmement centralisé. Je pense que ce soit économiquement ou même en termes d'information, je pense que c'est important que voilà, on puisse avoir une décentralisation un petit peu de cette information, des contenus, etc. Donc ça, Quant remplit ce job parfaitement. La souveraineté aussi européenne, française, je pense qu'elle est importante sur ces sujets. On a des valeurs en Europe qu'on peut défendre via les outils concrets. Et je pense que c'est important qu'on pèse aussi sur la scène internationale. Et Quant, ça nous permet de faire passer un petit peu notre état d'esprit aussi sur le web. Et je pense après aussi en termes de transparence qu'il y a beaucoup de choses à faire. Je ne suis pas le plus grand adepte des low-tech, mais je pense qu'aujourd'hui, on doit éviter de créer de la technologie pour créer de la technologie, créer l'énième appli qui va tout exploser. Aujourd'hui, on s'en fout, on n'est plus là. Enfin, je veux dire, il faut qu'on arrive à essayer de faire des choses qui soient les plus utiles pour la société, les plus utiles pour l'environnement. On a plein de défis énormes en face de nous. Et il faut qu'on soit dans cette période un petit peu de transition, je pense, où les actions qu'on fait, les entreprises doivent avoir leur rôle et elles doivent remplir des objectifs un peu plus pour le bien commun, plus que pour le bien de quelques actionnaires ou le bien un peu concentré, quoi. Je pense que vraiment, il faut remettre au centre l'utilité. Pardon, je pense qu'entre Goodid et Quant, c'est une affaire qui est susceptible de rouler. Bah, j'espère, en tout cas, il faut, ouais, complètement. Vincent, merci à vous. À bientôt sur Better Web. Merci.